Bienvenue dans Supernormal, le podcast qui explore comment retrouver, entretenir et optimiser sa santé sans tomber dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de nutrition, de récupération, de performance, mais surtout de ce qui compte vraiment. Comprendre, expérimenter et progresser durablement sans perdre de vue ton équilibre de vie. JB, merci d'avoir accepté cette deuxième invitation. Ça me fait super plaisir de revenir auprès de ton micro, Julien, parce que j'avais vraiment adoré la première expérience avec toi. Et puis surtout que maintenant, on s'est croisés aussi en physique. Ouais, on s'est croisés sur la Spartan Race de Morzine, qui m'a mis un peu plus cher que prévu d'ailleurs. J'avais pas anticipé autant l'impact du dénivelé, sur les jambes, en étant du nord avant. C'était plutôt plat, mais toi tu t'es vraiment baladé quand j'ai vu ton temps. Franchement, Ouais, tu parlais d'une préparation qui était un peu border par rapport à tout ce qui t'est arrivé, enfin notamment la paternité, ton changement d'organisation, etc. Mais honnêtement, t'as mis 3h30, c'est ça? j'avais mis un peu moins, je crois. Je crois que j'ai plus exactement. Mais oui, oui, je revenais de blessure, donc préparation un peu à l'arrache. Mais tu vas vite découvrir, toi, avec ton nouveau mode de vie, de vivre en Savoie, en fait, le Hmm. dénivelé, après, ça fait partie du quotidien et c'est presque un non-entraînement que le dénivelé et on s'y habitue. Donc ça va être intéressant, même pour toi, de se dire, si tu la refais l'année prochaine, de voir l'évolution et la facilité que tu vas prendre justement par rapport à ça, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que pour ceux qui savent pas, du coup, j'ai emménagé en Savoie là cette semaine. Et c'est clair que là, direct à côté de chez moi, tu vois, je vais faire une sortie de 5 km, j'ai directement 250 de D+. Donc, et je vois un peu tous les cols là. Je vais en faire un cette semaine pour voir un peu, mais tout seul, enfin pour le kiff. Mais je pense que ça vient naturellement et c'est juste que j'étais pas du tout préparé à ça dans le sens où je pouvais pas pratiquer. Donc là, en pratiquant, je pense que de toute façon, tu le vois, ceux qui gagnent les Spartans, ceux qui font des chronos, c'est des Italiens, des Suisses ou des personnes qui habitent dans les Alpes. Donc, je pense que ça s'imprègne facilement. Comme on avait dit sur le premier, la fonction crée l'organe, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Comme on l'avait dit sur le premier podcast, la fonction crée l'organe. C'est ça, exactement. Bah, le premier podcast, justement, j'allais faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui l'ont pas écouté. Et j'invite vraiment à aller l'écouter parce que c'est un épisode qui était passionnant. On avait tourné ça un peu autour du bon sens de la santé, de la sédentarité, de ton rôle, toi, en tant que médecin urgentiste, de ta position chez Féroce et de ce que tu mets en place dans ton quotidien, ce que tu vois avec tes patients, etc. Là, on va parler d'autre chose, on va parler de la peau, parce que tu as un nouveau projet entrepreneurial en cours. Donc je te laisse un peu pitcher ça, on reviendra dessus en fin d'épisode, en post-peau sur l'épisode pour que d'abord les gens comprennent pourquoi ça a du sens pour toi, mais si tu veux un peu expliquer rapidement, je te laisse la parole. C'est clair que comment un médecin urgentiste se retrouve à faire de la cosmétique, c'est la vraie question que je me pose encore aujourd'hui. En fait, du coup, maintenant, je suis le fondateur de la marque Auroch, Aurochs, qui est globalement l'ancêtre de tous les bisons, de toutes les vaches qu'on peut connaître. Et pourquoi? C'est qu'en fait, on a décidé de lancer un cosmétique qui est pour toutes les peaux qui vivent de façon intense, qui sont exposées aux éléments. Donc tu vois, on parlait du fait qu'en Savoie, on fait beaucoup de dénivelé, qu'on est tout le temps dehors. C'est un petit peu l'idée. C'est de se dire que la peau, c'est un organe qui est souvent négligé, alors que pourtant, c'est notre première interface avec le monde, c'est l'organe qui est le plus exposé à l'extérieur, que ça soit au vent, que ça soit au blizzard, que ça soit au soleil, au sel, la sueur, aux enfants, à tous les imprévus. Et c'est de se dire en fait comment on peut venir la protéger, la nourrir avec les choses les plus saines possibles. Et c'est comme ça que dans le continuum un petit peu de Féroce, où j'ai découvert en fait le Suif, donc le tallow, et qu'on a commencé à s'en appliquer pendant plus d'un an avec mon ami David, et le changement était absolument spectaculaire et fou. Et donc c'est un petit peu comme ça que j'ai décidé de m'intéresser à la peau, aux cosmétiques, et à se dire que en tant que médecin, typiquement la peau c'est quelque chose qu'on utilise pour faire passer certains médicaments. Alors, en prenant un peu de recul, je me suis dit c'est fou de se dire qu'on fait passer des médicaments par la peau, mais pour autant, on va faire un peu l'autruche et on va dire que les cosmétiques et tout le reste qu'on s'étale sur la peau ne passe pas. Tu vois, c'est un peu le paradoxe de se dire, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on va mettre dans son corps, mais tous les jours, on va s'étaler n'importe quoi sur le corps. Ouais, ok, je vois. Donc c'est surtout ce que tu vois vraiment au quotidien en tant que médecin qui t'a un peu alerté dessus. D'ailleurs, je m'étais posé cette question, qu'est-ce qui fait que dans ton métier, justement, tu t'es dirigé vers la peau et pas vers... Parce que je pense que ta vocation profonde, c'est d'apporter quelque chose, d'aider, enfin de résoudre un problème un peu de santé enfin, plus particulièrement un problème qui te tient à cœur, mais pourquoi pas autre chose et pourquoi la peau? Qu'est-ce que ça t'a appris dans ton quotidien en tant que médecin, le rôle de la peau?
Et ben en fait, si je dois être tout à fait franc, c'est un peu le fait presque du hasard, j'ai envie de dire. Ok. Parce que j'ai la chance dans la région où je suis, où l'hiver, on fait du secours en montagne, donc on fait de l'hélicoptère. Donc on survole les Trois Vallées tout l'hiver, donc on est exposé vraiment au froid. Et généralement, après une journée de 10-12 heures en hélico, tu sors, t'as la peau sèche, un peu, t'as les lèvres gercées, enfin comme après une grosse journée de ski. Et quand j'ai commencé à me mettre du suif, j'ai commencé à me rendre compte que quand je rentrais chez moi, ma peau était hydratée, ma peau semblait un peu plus radieuse et surtout elle tirait moins. Et je me suis dit, mais, putain, mais c'est fou de se dire que je me suis mis un produit, quelque chose de super naturel sur la peau et j'ai un impact direct. Et donc après, j'ai commencé à lire sur le sujet parce que c'était initialement quelque chose qui pouvait faire un petit peu débat. Est-ce que vraiment ça fonctionnait? Est-ce que ça fonctionnait pas? Est-ce que c'était juste une tendance? Et en France, on ne trouvait pas grand-chose. Donc j'ai lu ce qui était études scientifiques, j'ai acheté tous les bouquins en anglais que je pouvais trouver sur le sujet pour vraiment faire un peu comme sur la méta-analyse de Viande Rouge, de me dire je me plonge à fond dans le sujet pour tirer mes propres conclusions. C'est vrai que la littérature scientifique de surface, on va dire, sur ça, elle est un peu, C'est ça, elle est pas tranchée du tout. Enfin, il y a exactement. tout. Elle n'est pas tranchée et elle l'est toujours que partiellement. J'ai trouvé deux, trois faits très intéressants, notamment d'un point de vue en fait simplement de la composition, donc d'un point de vue physiologique de tout ça. Et après, c'est vraiment, voilà, quand j'ai pris ce recul et je me suis dit, mais attends, en fait, vraiment ce qu'on se met sur la peau, parce que pour reprendre rapidement, la peau, en termes de surface, c'est le deuxième organe après l'intestin. Et c'est notre première interface avec le monde. Donc c'est une surface qui est immense et qui est constamment exposée. Et comme je disais, un peu exposée aux éléments, exposée au stress, aux choses comme ça. La peau, il y a trois couches. Il y a l'épiderme, où tu as la couche cornée. Il y a le derme et l'hypoderme. Nous, ce qui va surtout nous intéresser là, c'est vraiment cette couche cornée qui est un peu comme le brick et le mortier. Globalement, tu as les cornéocytes, donc c'est un peu les cellules, on va dire, qui va composer la peau. Et entre, il y a des molécules de graisse, du cholestérol, des acides gras, et c'est ça en fait qui va former cette couche cornée qui est le revêtement de la peau. Et en fait, quand on met quelque chose au niveau de la peau, ça peut passer au travers. Par exemple, en médecine, c'est quelque chose qu'on utilise depuis des centaines, voire milliers d'années. Et à l'heure actuelle, par exemple, tout ça va parler à tout le monde quand on se met des nicopatchs. En fait, on a un patch avec de la nicotine qui va passer à travers la peau, donc qui va passer en fait entre ces cellules, qui va passer dans cette composition dans ce mortier de gras pour aller dans la circulation générale. C'est ce qu'on utilise nous plus généralement avec des patchs de fentanyl, donc c'est un dérivé de la morphine, ou bêtement les patchs d'œstrogène. C'est des choses aussi qui peuvent être utilisées. Et donc, c'est un peu ces deux éléments ensemble qui m'ont fait me dire, mais attends, en fait, il y a des choses, on sait que ça passe à travers la peau pour aller dans le sang, mais tout ce qui est cosmétique, avec des listes à rallonge, où il y a de l'alcool, où il y a plein de dérivés de la pétrochimie aussi, je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui ne va pas dans tout ça. Et donc tout doucement, je m'y suis intéressé, et puis c'est vrai qu'il ne faut pas chercher très loin pour se rendre compte un petit peu toutes les tendances, toutes les mouvances qui disent que attention à ce qu'on se met sur la peau, ça va pas, les filtres UV, attention aux parabènes, attention à tout ça, les perturbateurs et autres. Et donc c'est un peu comme ça que je me suis intéressé au sujet. Ok, ok, super intéressant. Et justement, le rôle de la peau, si on revient vraiment au bas, son rôle, ça peut être quoi pour déjà planter un peu le décor et ensuite savoir pourquoi c'est intéressant d'y faire attention. Son rôle prioritaire dans la pensée collective, je pense, c'est plutôt protéger des griffes, enfin, protéger des blessures, protéger de tout ça. Si tu peux apporter un peu plus de précision là-dessus. Pas complètement, en plus on peut aller sur différentes voies, différentes façons de voir la peau. En effet, la peau en tant qu'interface avec l'extérieur, comme tu dis très justement, ça va être de protéger par rapport à tout ce qu'il y a dessous. Ça veut dire ça évite d'exposer directement nos muscles, d'exposer nos organes. C'est vraiment un revêtement, c'est comme un peu notre armure entre guillemets. Mais c'est pas que ça. La peau, c'est aussi c'est les glandes sudoripares qui se trouvent au niveau de la peau. Donc c'est-à-dire c'est ce qui va nous permettre de transpirer. En ce moment, il fait suffisamment chaud, donc je pense qu'on a tous cette sensation. Tout le monde se Parce que la représente bien. transpiration, de par l'eau qui coule, ça va permettre en fait de refroidir le corps. La peau, c'est aussi exactement comme l'intestin, il y a plein de bonnes bactéries sur la peau, ce qu'on appelle le microbiome cutané. Et c'est quelque chose qui est en fait de plus en plus étudié, où on se rend compte que certains cosmétiques, certains savons, certaines habitudes de vie viennent détruire ce microbiome et poser des problèmes. C'est par exemple les gens qui vont mettre des déodorants trop toxiques, qui vont en fait détruire les bonnes bactéries qu'ils ont aussi sous les bras, et qui va en fait favoriser entre autres certaines odeurs. Donc la peau, c'est un peu tout ça en fait. C'est pas que une protection, c'est sûr que c'est notre première interface avec le monde, mais c'est aussi un micro-organisme, on va dire, vivant,
C'est aussi de la vascularisation derrière, parce que en fait, c'est dans le niveau de notre derme et surtout de l'hypoderme qu'on a tous les vaisseaux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, très justement, que la peau va, quand on s'énerve, par exemple, la peau devient plus rouge, parce que c'est une question de vascularisation aussi, entre autres. Donc c'est vraiment pour que les gens fassent un peu le parallèle de se dire que la peau, c'est pas une surface inerte, mais c'est bel et bien un organe vivant. Ok, trop bien. Et c'est vrai qu'on parle souvent du microbiote intestinal et on vient chercher plein d'optimisation, de micro-optimisation dès qu'il y a le moindre souci. Par contre, je pense que certains, alors moi j'ai découvert ce mot en préparant l'épisode, mais je pense que certains le découvrent là en l'écoutant. Mais le microbiote ou microbiome, comme tu le dis, cutané, c'est la même chose déjà ou... Alors, microbiote et microbiome, il y a une petite différence. Il y en a un qui englobe plus ou moins l'autre. En fait, le microbiote englobe plus de choses que le microbiome cutané, mais les deux se disent et souvent il y a des dérives à dire microbiote. Donc on peut dire les deux Ok. globalement. Je pense que personne n'a conscience de ça, qu'il y ait tout cet environnement, en tout cas sous la peau, qui peut être déréglé avec ce que tu lui mets C'est dessus, ça. en tout cas. Sous la peau et sur la peau aussi. Ouais, clairement. Ok. Mais qu'est-ce qui passe justement est-ce que tout passe à travers la peau? Est-ce qu'il y a certaines choses qui passent pas? Est-ce que, enfin, Alors, fort heureusement, non, tout ne passe pas. Sinon, on ok, serait des passoires, ça serait catastrophique. En fait, c'est un peu la règle des 500 Dalton. Il faut voir la ok, peau comme une membrane sélective. Les Dalton, c'est une unité de mesure. Et en fait, au-dessus d'une certaine taille, ça ne va pas passer. Et en dessous d'une certaine taille, ça va passer. En sachant que vu que la peau est composée en partie de graisse, tout ce qui va être lipophile, donc qui va se dissoudre dans la graisse, donc forcément les corps forcément un peu plus gras, donc tout ce qui va être hydratant, passe beaucoup plus facilement. Pour donner un ordre d'idée, si on prend des molécules trop volumineuses, comme le silicone, l'acide hyaluronique, c'est des choses qui vont pas passer, qui vont rester en superficie. Par contre, si on prend des molécules qui sont plus petites, comme par exemple les parabènes, qui sont aux alentours de 200 Dalton, si on prend les filtres UV, les filtres chimiques qu'on a dans les crèmes solaires, on est plutôt autour de 300 Dalton. Les phtalates, on arrive à 400. Et après, bêtement, il y a quelque chose auquel on pense pas souvent, c'est aussi dans les parfums. D'où les problèmes aussi d'allergie, parce qu'il y a beaucoup d'allergènes dans les parfums. Parfum, que ce soit parfum naturel ou parfum synthétique, et j'entends parfum que ce soit le parfum qu'on a dans une crème ou le parfum qu'on se met sur la peau. Ben là, on est plutôt sur les alentours de 150 à 200 Dalton. Donc tout ça, c'est des choses qui en fait vont passer dans la peau, vont pouvoir diffuser entre les molécules pour aller dans la circulation générale. ok, ok. Et je profite pour rebondir dessus, mais tu parles d'UV, enfin de filtre anti-UV. Il y a pas mal eu de politique de polémique sur la crème solaire ces derniers temps. Je sais pas si tu as vu un peu l'indice 50, l'indice 30, j'imagine que tu as vu. C'est quoi ton positionnement ou ton avis à toi là-dessus d'ailleurs? Alors, mon avis personnel, vraiment, en tant que de ma personne, parce que mon ressenti, c'est que oui, le soleil entraîne des cancers de la peau et des problématiques cutanées, un vieillissement accéléré. Ça, c'est quelque chose qu'on sait et qui est prouvé. Néanmoins, où je suis beaucoup plus nuancé, c'est de se dire, c'est qu'une fois de plus, c'est la dose qui fait le poison. À l'époque, on s'exposait au soleil, il n'y avait pas de vrais soucis. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vivait beaucoup plus dehors. C'est-à-dire que notre peau, naturellement, était plus exposée au soleil, et donc notre mélatonine était beaucoup plus adaptée au soleil aussi au niveau de notre peau. Enfin, globalement, elle réagissait mieux au soleil. Et surtout, on faisait preuve de bon sens, une fois de plus. C'est-à-dire que c'était logique qu'entre midi et 16 heures, on n'allait pas s'exposer au soleil. On n'allait pas faire la crêpe sur la plage pendant des heures pour être le plus bronzé possible. En fait, on était exposé au soleil dans notre mode de vie et par notre façon de vivre. Et quand, par exemple, les paysans étaient dehors, bah, ils mettaient des manches longues. Ils n'étaient pas en débardeur. Il y avait en fait tout ce bon sens qui était en place, c'était de se dire qu'on était peut-être plus exposé au soleil, mais de façon plus raisonnée et plus raisonnable. Et l'autre problématique actuelle, c'est que maintenant, tu vois, moi typiquement là aujourd'hui c'est le cas, j'ai failli le faire dehors le podcast, mais je me suis dit qu'avec les bruits des oiseaux et tout, ça allait être compliqué, mais on est toujours enfermé. Il y a beaucoup de personnes qui passent leur journée entière enfermées, qui vont sortir quelques minutes pour rejoindre leur voiture pour aller s'enfermer à nouveau. Et ça, quelle que soit la saison. Et donc le corps, une fois de plus, la fonction crée l'organe, va pas s'habituer à l'exposition solaire. Donc on devient beaucoup plus fragile et beaucoup plus faible vis-à-vis de ce soleil. Et donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Et voilà mon avis, c'est de se dire, c'est que on est de moins en moins exposé au soleil et on s'expose de façon non raisonnable au soleil, de façon
simplement pour bronzer, pour voilà, profiter du soleil. On n'est pas exposé par nos modes de vie. Et du coup, ça crée cette problématique. Et donc, je pense que ça vient en partie de là aussi, c'est ces problématiques d'augmentation des cancers au niveau de la peau et du vieillissement accéléré. Alors que peut-être, si on dézoome de tout ça et qu'on était plus exposé de façon régulière au soleil, sur des horaires raisonnés, où on était en plus en mouvement, je pense qu'on aurait beaucoup moins de soucis. Par exemple, moi, de la journée, je mets jamais de crème soleil. Par contre, quand je vais courir 6 heures en montagne et que je sais que je pars à 10 heures et que je vais rentrer et qu'il sera 16 heures, voilà, pour le coup, je me mets de la crème solaire. Parce que je sais que je vais être exposé, je sais que je vais transpirer, j'ai beau être en mouvement, je sais que globalement, mon mouvement n'est pas assez rapide pour tourner avec le soleil, donc je me protège. Et je Tu pense t'en qu'il mets une fois ou sur 6 heures, tu t'en remets par exemple? Alors, je suis pas un très bon élève, faudrait en remettre, parce qu'on sait que les SPF, normalement, c'est justement le temps au bout duquel il faut en remettre. Mais j'en mets une fois et j'ai pas vraiment de vrais soucis là-dessus. Ok. Après, tu as une peau, du coup, comme tu dis, qui est habituée. Enfin, par rapport à la moyenne de la population, je pense que tu passes un peu plus de temps dehors, C'est ça. tout ça. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, depuis que je cours, ça fait du coup deux étés en soi. Enfin, j'ai eu l'occasion de faire 2 étés. Le fait d'y être progressivement, enfin, de courir toute l'année et pas juste de t'exposer sur la plage l'été comme ça d'un seul coup, en fait, de prendre tous les jours où il commence à y avoir un peu plus de soleil et petit à petit, bah, je crame moins. Et au fur et à mesure, bah, enfin, je trouve que si je dois faire un parallèle avec l'entraînement, par exemple, qui est assez logique, c'est comme si tu t'entraînais pas et d'un seul coup, tu allais te faire une giga séance de muscu ou une giga séance de course, tu rentres, t'es fracassé. Bah, je pense que c'est un peu pareil, c'est la question de un peu tout le temps pour t'adapter. Et du coup, si je comprends bien ce que tu viens d'expliquer, c'est exactement ce parallèle-là, c'est ça? C'est exactement ça. Et un exemple qui va parler pas mal aux gens, c'est ceux qui ont la chance de partir au soleil en plein hiver. Bah, généralement, ils finissent avec un coup de soleil sur les 2 premiers jours. Alors qu'ils sont pas restés très longtemps au soleil. Mais ils sont en pleine période Autre hivernale. exemple, ceux qui viennent du Nord et qui Ouais, partent en vacances, exactement. comme moi, Et c'est ça. c'est sûr que les 2 premiers jours, même si je fais attention, je crame. Et c'est ça, et c'est assez logique, et c'est d'ailleurs pour ça, en plus on a tous des peaux différentes, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on va bronzer l'été. Parce qu'en fait on va créer cette protection naturelle aussi qui va permettre de faire moins de coups de soleil. C'est pour ça que les peaux beaucoup plus claires sont beaucoup plus à risque de coups de soleil et de complications liées au soleil, contrairement aux autres peaux beaucoup plus colorées. Et même d'un point de vue ethnique, c'est quelque chose qui s'explique très facilement. Ok. Et pour la petite Même si... anecdote, j'avais fait un podcast avec Pierre, ton ami Pierre Dufraise, le fondateur enfin, de l'école de l'Hermès, non, Le c'est centre de GIP, non, l'Hermès, ouais, c'est ça. le centre de l'Hermès. Il avait fait le podcast dehors, donc ça pose pas de bruit au niveau des oiseaux. T'aurais vraiment pu, je pense, on les entend pas, enfin on les entendait pas. Ok. Euh, Ah bah du tu coup, vois. il était dehors lui. Donc voilà, c'est pas juste des conseils, ça s'applique vraiment et c'est pas juste des choses parce que des fois on se dit ouais mais c'est bien, on me donne des conseils mais c'est des trucs hyper chiants à appliquer. Par exemple, au boulot, te lever toutes les heures pour aller marcher un petit peu ou faire 10 squats ou 15 squats. Ouais mais c'est chiant, je peux pas faire ça. Mais en fait, c'est toujours possible. C'est juste qu'on se met des barrières. Et comme être un peu plus dehors, c'est toujours possible, je pense. C'est juste qu'on se met des barrières à dire bah je peux pas, mais il y a toujours moyen d'adapter. Ok, bon, on ferme cette parenthèse un peu sur le côté UV. Au niveau de tout ce que tu as répercuté, de ce qui est rentré dans la peau, t'as pas parlé, je pense, ou alors j'ai pas entendu, des cosmétiques vraiment, je pense, en termes de maquillage, en termes de... Tout ça, c'est des choses que les femmes, principalement, se mettent sur la peau tous les jours. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est aussi des produits qui rentrent dans la peau ou ça Alors reste c'est une vraiment bonne... sur... Ouais. Alors compte tenu que chez Aura, j'ai pas de vocation à faire de la cosmétique type maquillage, j'ai quand même moins creusé le sujet. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. En effet, de toute façon, j'ai envie de dire, maintenant je raisonne en se disant que si l'intestin, c'est le plus gros organe avec une porosité qu'on connaît et qui est de plus en plus qui est de plus en plus décrite. De l'autre côté, tu mets la peau en deuxième organe avec aussi une porosité qui est de plus en plus décrite. C'est de se dire, si tu pars du principe que ce que tu manges, tu fais attention au nombre d'ingrédients et à ce que tu vas manger, et ben en fait, il faudrait presque faire pareil avec la cosmétique d'un point de vue général. Moi, je le vois un petit peu comme ça. J'ai envie de faire un peu le parallèle comme ça. Du coup, ça répond de façon indirecte par rapport à ce qui est du maquillage. C'est de se dire, bah, en fait, quand tu as un truc où tu as 15 composés dedans, que tu en connais la moitié, voire même aucun, faut peut-être se poser la question. Après, sur le maquillage, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits, mais je dois être tout à fait franc. J'ai pas complètement creusé les études et le sujet là-dessus, mais je vois quelque chose, de plus en plus de choses passer et je pense que la logique est complètement la même. Ok. Bon, après, à voir si
tout ce qui est mis, c'est plutôt un effet marketing, ou si enfin, parce qu'on voit de plus en plus de trucs passer, justement, naturels, etc. Mais tu vois, de manière anecdotique, je voulais voir si tu avais confirmation ou pas, mais de manière anecdotique, la femme qui se maquille moins qu'il y a quelques années, tu vois, ressent qu'elle a une meilleure peau aussi. Donc le fait de moins se mettre de trucs sur la peau, de choses qui viennent couvrir peut-être tout le temps, peut-être que ça a un impact. Et bon, je voulais voir si tu avais l'info, mais ça a du sens, c'est pas ton cœur de cible. Donc c'est tout à fait logique. Et je pense qu'aussi, peut-être revenir au but de pourquoi se mettre parce que quand je parle du marketing, il y a toutes sortes de crèmes, pour recentrer un peu sur toi, toutes sortes de crèmes qui vont apporter des choses avec plein de nouveaux produits. On entend tel type, enfin tel concentré, tel ci, tel ça. Mais je pense que on se pose pas assez la question de pourquoi on se met quelque chose sur la peau et on se demande qu'est-ce qu'on peut se mettre sur la peau plutôt. Enfin, tu vois, on raisonne un peu dans le sens inverse. Je sais pas si c'est une sensation que tu as aussi. Si, bien sûr, mais il y a toute la démarche un peu marketing de se dire il faut mettre quelque chose et si je ne mets pas quelque chose, ça ne va pas aller. Alors qu'en fait, c'est une fois de plus, c'est de se dire je mets quelque chose parce qu'il y a une problématique à régler. Il faudrait peut-être plutôt le voir dans ce sens-là. Ouais, ok. En fait, pour reprendre un peu sur la physiopathe, la peau, elle sécrète de façon naturelle un film hydratant et protecteur qui s'appelle le sébum. C'est le fameux sébum que quand on est ado, on nous dit oh là là, il y a trop de sébum, etc. T'as de l'acné, ça va pas, t'as la peau grasse, etc. Et on l'a un peu montré du doigt. Alors qu'en fait, en réalité, il est nécessaire parce que c'est vraiment lui qui vient nous protéger et qui vient hydrater naturellement la peau. D'ailleurs, pour ça que l'été, on a la peau qui nous semble un petit peu plus grasse. Et du coup, quand il est manquant, ce sébum, c'est lui qui va laisser une peau qui va être plus sèche, qui va être plus terne, qui va être irritée, qui va être fragilisée. C'est sa défaillance qui peut, entre autres, donner des problèmes de peau, les rougeurs, l'eczéma, le psoriasis, en plus de la déshydratation que ça va créer. Et du coup, c'est là où ça peut être intéressant de se mettre des produits sains sur la peau. Et une fois de plus, je dis des produits sains. Parce que des fois, la problématique, c'est qu'on vient masquer le problème. Je pense notamment à tous les produits qui sont faits à base d'alcool. Mais en fait, c'est quand même, je trouve, contre-productif et contre-intuitif de se mettre une base d'alcool sur la peau qui va avoir tendance à assécher. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc en fait, l'idée, c'est pas de tordre le cou à ce qui se fait, mais c'est simplement de revenir en arrière et de raisonner. À titre médical, par exemple, nous, on utilise beaucoup la vaseline. La vaseline, c'est un super occlusif. C'est un des plus efficaces, ça réduit quasiment, je crois, de 88 ou 99% la perte en eau. Donc si on diminue la perte en eau, on va diminuer la déshydratation, donc on va globalement augmenter l'hydratation, d'accord? Mais en fait, on va créer en fait un film occlusif et c'est presque quelque chose qui se fait de façon artificielle. La vaseline, la problématique, c'est que en fait, ça coûte pas cher, c'est très pratique, c'est un dérivé du pétrole quand même, faut pas oublier que c'est issu de la pétrochimie, que c'est en plus une énergie qui est non renouvelable et du coup, ça n'a aucune valeur nutritive pour la peau. C'est vraiment complètement inerte. Moi, dans la démarche qu'on a eue avec Oroc, c'est en fait d'avoir quelque chose qui est occlusif. Donc, occlusif, ça veut pas dire, c'est pas quelque chose de péjoratif par la peau, parce que souvent on a entendu que l'occlusion de la peau, c'est dangereux, ça ne fait pas respirer, etc. En fait, c'est pas occlusif comme on l'entend. Là où c'est plus occlusif dans le sens, ça permet de garder l'eau. Mais de se dire qu'avec une matière qui va être beaucoup plus vivante, une matière qui va nourrir, qui va respecter ce fameux microbiome, on est sur quelque chose de beaucoup plus efficace. Ok, ok. Moi, c'est très clair. C'est très clair. Qu'il y a quand même un gros parallèle avec l'alimentation. C'est pour ça aussi je trouvais que ça avait du sens de te recevoir sur le podcast. Et si tu l'as dit en ouverture, on fait attention à ce qu'on mange, mais forcément à ce qu'on se met sur la peau. Dans ce même parallèle, on parle énormément de perturbateurs endocriniens dans l'alimentation, dans notre mode de vie. Est-ce que justement on est face au même problème avec ce qu'on se met sur la peau? Est-ce que ça justement ça passe la peau ou c'est plutôt quand on l'ingère que ça vient dans notre corps? Enfin, est-ce que c'est deux choses différentes? Est-ce qu'on est aussi face à ce problème-là en termes de barrière cutanée? On est exposé exactement à la même chose et Ok. sur le même principe. C'est Ok. globalement perturbateur, en fait, c'est un gros fourre-tout dans lequel, tu vois, qu'est-ce qu'est en réalité un perturbateur? Il y a différentes classes, mais en fait, tu en as plusieurs qui peuvent. En fait, perturbateur endocrinien, si on prend vraiment la sémiologie du mot, c'est globalement une molécule qui va venir perturber ton système endocrinien. Donc que ça soit au niveau thyroïdien, que ça soit au niveau de ton cortisol, enfin ça peut être divers et varié. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois, quand tu regardes certaines études, je pense notamment à une étude où typiquement les filtres UV, qui sont quand même très décriés de plus en plus. En fait, il y a une étude qui avait été publiée dans le JAMA en 2019, où ils se rendraient compte qu'ils mettaient 6 filtres UV chimiques sur la peau sur le bras de quelqu'un.
Et dès la première application, on retrouvait des concentrations qui dépassaient le seuil tolérable au niveau du sang. Ça, c'est une étude de Ok. 2019. Peut-être que depuis, ils ont ajusté, mais quand même. Que quand on se met des parabènes, et ben en fait, d'emblée, derrière, si on fait des analyses urinaires et des analyses sanguines, on va retrouver des traces de parabènes. Et Donc, j'ai vu une étude passer aussi, c'est 5 jours sans cosmétiques, ça réduit les perturbateurs endocriniens retrouvés dans les urines de 20 à 40%. Donc déjà, c'est assez énorme. c'est ça. Et c'est juste fou. Et c'est se dire que qu'est-ce qu'on vient s'étaler quotidiennement et constamment des choses où, de un, on n'en a pas forcément besoin, et de deux, c'est quelque chose que spontanément, on ne viendrait pas manger. Alors que si on prend un peu le raisonnement, c'est de se dire, bah, en fait, le fonctionnement est quand même similaire. On peut faire attention à ce qu'on mange, à la provenance des produits, à utiliser des bocaux en verre et pas en plastique, des poêles en inox, etc. Mais au final, si à côté de ça, on s'étale la première crème qui vient, ou le premier déodorant, ou des premières choses comme ça vient en fait diluer un peu tous nos efforts, donc faut aussi regarder des deux côtés, c'est ça. Exactement. Ça peut participer, par exemple, à cette fameuse inflammation de bas grade qui est énormément montrée du doigt. Enfin, de plus en plus d'études montrent que en fait, ça peut être une cause intriquée. Ok, très clair. Bon, c'est hyper intéressant parce que je pense pas qu'on fasse instinctivement le parallèle entre justement l'inflammation de Bagrade et les produits cosmétiques qu'on utilise. Enfin, je pense même pas que ça soit des questions qui soient forcément systématiquement posées quand tu essaies de diagnostiquer ça, quand tu fais une petite analyse. Je pense que on vient plutôt se concentrer uniquement sur l'assiette et pas sur ce genre de routine. En fait, c'est ça. C'est l'idée, c'est de se dire que la médecine et surtout cette médecine préventive évolue très vite et on s'intéresse beaucoup à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais mon leitmotiv, c'est aussi de se dire il faut s'intéresser à ce qu'on va appliquer à l'extérieur. Tu vois, on nous parle beaucoup, par exemple, de l'exposition avec au niveau des t-shirts, de revenir sur du coton, éviter justement toutes ces matières qui peuvent être riches en perturbateurs. Bah là, c'est un peu le même raisonnement. Je pense que là-dessus, c'est très clair, on a bien compris le rôle. Et on a justement au bon point de pivot avec tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser. Et ça me fait quand même penser, tu vois, un petit parallèle avec la santé, la nutrition et les compléments alimentaires. En fait, on part du principe que bah, c'est bien, manger bien, c'est cool, mais il y a tout un tas de marques qui essaient de nous vendre des compléments, sans parler des compléments miracles, tu vois, sans parler des compléments brûleurs de graisse, etc. Mais plein d'autres compléments qui peuvent être quand même atteints facilement ou avec un peu d'attention sur son assiette naturellement, tu vois, tout ce qui est vitamines, C, A, des choses comme enfin, des choses qui se trouvent assez naturellement, tu vois, le collagène en fait partie aussi avec tous les compléments, etc. Et il y a une grosse partie un peu marketing, bullshit sur des enfin, on a l'impression qu'on a besoin de ça alors qu'on peut avoir plein de substituts. Est-ce que c'est pareil dans la cosmétique, dans toutes les crèmes? Je m'y connais pas forcément et je pense que là-dessus, du coup, toi, t'as plus matière à répondre. Mais il n'y a pas une pub à la télé sans qu'on te sorte un, un nom assez scientifique où t'as l'impression que bah, il faut absolument qu'il y ait ça dans la crème pour que ça fonctionne. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Et bah, il est exactement très axé marketing, mon point de vue. C'est de se dire, c'est que à l'heure où on fait ce podcast, justement, je suis en train de finir enfin, la validation de la première production du premier baume de chez Oroc, qui s'appelle le Skin Shield, vraiment le bouclier cutané. Et en fait, j'ai découvert bah, tout cet aspect marketing, toutes les allégations que tu as le droit de dire, que tu n'as pas le droit de dire, comment tu peux venir les contourner aussi, et comment aussi après tu viens en fait à payer globalement la possibilité de le dire. C'est-à-dire que Ah oui. il y a certaines marques qui vont dire notre produit fait tel résultat, le résultat X. Et bah, selon le résultat, il faut faire une étude avec un dermatologue qui va tester sur une cinquantaine de personnes et après derrière c'est du déclaratif. C'est j'ai l'impression que ma peau est plus hydratée, oui, non. Derrière on peut le dire qu'elle est plus hydratée ou pas. Et après il y a certaines choses qui sont pas soumises à une réglementation stricte, mais au pouvoir le dire, il faut pouvoir le prouver. Et du coup c'est par exemple ils vont tester le produit sur 10 personnes. Et sur 10 personnes ils vont tirer des conclusions et après derrière ils vont pouvoir généraliser, quoi. Donc c'est un petit peu ce biais complet de recrutement fait des fois un peu grincer des dents parce qu'on se rend compte que bah voilà, on nous oriente vers certaines réflexions
Mais en effet, il y a des choses où en fait on est sur des doses extrêmement faibles. Tu faisais le parallèle avec la nutrition. C'est par exemple quand on dit que les graines de chia sont très riches en protéines. En fait, Il oui, mais faut il faudra en manger les manger des graines. kilos. Quand on dit que Ouais. le vin, que le verre de vin rouge c'est génial parce que c'est riche en polyphénol et c'est antioxydant, bah, en fait, je crois que d'après les études, j'ai plus les chiffres en tête, je crois qu'il faudra en boire Donc c'est 15 ou des 30. dizaines de litres. C'est ça, pour avoir quelque chose d'efficace. Et bah du coup, la problématique, elle est là. C'est un peu tout ce brouillard qu'on va mettre autour. Et moi, l'objectif, ça a été vraiment d'enlever tout ce superflu, de se dire, OK, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui fonctionne, et comment on peut être le plus neutre possible. Et est-ce que, c'est intéressant, hein, qu'est-ce que tu as découvert en creusant un peu ça qui t'a fait halluciner, soit en tant que médecin, soit en tant que personne, mais justement dans l'envers un peu du décor, et justement de des autorisations, de tout ça. Plein de choses. Plein de choses, parce qu'en fait, tu peux... déjà, alors, ce que les gens connaissent peut-être, c'est les marques blanches. Qu'en fait, plusieurs produits peuvent avoir la même composition, simplement un nom, un emballage différent. Et en fait, voilà, c'est simplement du marketing. C'est-à-dire, tu prends un produit A, un produit B, c'est la même composition, c'est une marque blanche, c'est juste que demain, on va l'appeler Super Normal Cosmétique. Et en fait, c'est la même composition qu'un autre produit du grand marché, mais sauf que toi, vu que tu vas super bien le marketer et que ton audience te fait confiance, ils vont acheter plutôt le tien. Et tu vois, c'est se rendre compte que du coup, en fait, sous-jacent, il y a tout un flou, tout un panier globalement qu'on peut prendre et simplement après, bah, c'est des histoires de marketing. Il y a aussi se rendre compte que bah, moi, quand j'ai commencé à contacter des gens pour leur proposer de faire de la cosmétique sur une base de tallow avec maximum 3 ou 4 ingrédients, il y en a plein qui me disaient, mais en fait, nous, ça en fait pas. Si vous rajoutez pas de l'eau, si vous rajoutez pas des huiles, si vous rajoutez pas ci, si vous rajoutez pas ça, votre produit, ça peut pas marcher. De toute façon, nous on veut pas le faire. Donc voilà, il y a ça fait partie des trucs qui m'ont le plus impressionné. Et les autres choses aussi, et qui m'a vraiment intéressé pour le coup, c'est quand je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir des produits naturels, mais que même s'ils étaient naturels, ils pouvaient être toxiques, pour deux raisons. Parce que qui dit naturel, il veut dire présent dans la nature, donc ça c'est chouette, mais ils peuvent aussi être exposés à des pesticides, à des résidus médicamenteux, à des métaux lourds, à des perturbateurs. Et qu'on a tendance à faire un petit peu le raccourci de se dire c'est naturel, donc tout va bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et j'en ai fait les frais. Et indirectement, de se dire que quelque chose de naturel, et ben en fait, ça peut aussi créer des allergies, ça peut aussi créer des problématiques parce que ça passe aussi dans le sang. On parlait tout à l'heure des parfums. Il y a plein de parfums qui peuvent être naturels, mais les molécules qui sont à l'intérieur, en fait, vont créer des réactions allergiques, vont agresser la peau. C'est vraiment les deux choses, moi, qui m'ont particulièrement aussi intéressé parce que c'était à la base justement de toute une réflexion de mon côté. Ok, trop intéressant. Et c'est vrai que quand tu parles de nature, on a l'impression que tout ce qui se trouve dans la nature, on peut l'utiliser. Est-ce que justement, quand tu manges, tu vois par exemple des protéines végétales, tu t'assimiles pas toutes les protéines parce que justement il y a des mécanismes de défense naturels chez les plantes qui font que bah voilà, c'est leur seul. Est-ce que justement tu as ça aussi sur la peau? Par exemple, tu vas t'appliquer quelque chose de naturel et tu vas avoir des réactions pas forcément allergiques, mais qui sont pas du tout celles que tu veux. Complètement. Complètement, Ok. parce que ton produit naturel, selon comment tu le transformes, des fois après, il peut même relarguer des équivalents de molécules d'alcool, pour faire vraiment des guillemets. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, il y a une en fait, il y a ce qu'on appelle l'INCI, INCI, que vous trouvez sur tous les produits, en fait, qui oblige à lister tous les ingrédients. Par exemple, si je fais un parfum lavande, on va prendre la lavande, c'est un bon exemple. On se dit super, c'est de la lavande, c'est parfaitement naturel, c'est génial, etc. En fait, sur la cosmétique, on va pas marquer lavande. On va marquer en fait tous les composés de la lavande. Et en fait, ces composés-là peuvent être allergisants. Ces composés-là peuvent agresser la peau, peuvent être irritants aussi. Et en fait, typiquement, les huiles essentielles, c'est quelque chose où on se dit, ah bah c'est super, et moi je suis un grand fan des huiles essentielles, mais attention, c'est pas pour rien que sur les femmes enceintes et les enfants, on n'en met pas, parce que c'est des dérivés d'alcool, parce que c'est beaucoup plus irritant, parce qu'on sait que ça passe à travers justement cette barrière cutanée, et ça va être exposé. Et donc en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles qui font partie justement de ces molécules un peu montrées du doigt. Et je trouve que les huiles essentielles, c'est le parfait exemple pour répondre justement à ça, quoi. Donc un parfum, je prends l'exemple du parfum parce que c'est souvent pour ça qu'on utilise les huiles essentielles, en plus des propriétés, mais un parfum dit naturel, sans synthèse chimique, ça ne veut pas dire pour autant qu'il sera inoffensif et pour la peau et pour le corps. Ok. Et c'est marrant parce que plus tu parles, plus cette notion de ça traverse la peau semble évidente.
Mais je pense qu'en étant honnête, au début de l'épisode, c'était pas du tout évident pour la plupart des personnes. Comment, bon, tu n'as peut-être pas la réponse, mais comment t'expliques qu'on ait ces œillères de je me mets des trucs sur la peau et ça va pas traverser, alors que bah, justement, tu le dis, on utilise des huiles essentielles, on va mettre des patchs, on va mettre des patchs de nicotine, d'œstrogène, des anti-inflammatoires justement en pommade, tout ça, et malgré tout, dans la conscience collective, tout ce qu'on se met sur la peau traverse pas. Enfin, on arrive à nous faire croire que ça traverse pas. Et bah, c'est là toute la problématique, c'est que tu regardes, il y a une dizaine d'années, on faisait pas forcément attention à ce qu'on mange. On se posait Ouais, pas la question. Il y avait aussi, voilà. C'est qu'en fait, je pense que c'est une fois de plus, l'être humain, il est très fort pour partir de quelque chose de très sain, d'habitude très saine, venir transformer tout ça pour arriver à quelque chose qui progressivement va devenir toxique, auquel on va s'habituer, et après, derrière, on va plus se poser de questions. ouais, Tu vois, c'est un ok. petit peu l'histoire des fast-foods, c'est un petit peu l'histoire de tous les sucres transformés. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est de se dire, c'est qu'au début, tu vois, je prends l'exemple du tallow, vu que j'ai beaucoup lu dessus. Bah, en fait, à l'époque de Babylone, on l'utilisait, l'Égypte ancienne, on l'utilisait encore au 19e siècle. Et puis après, est arrivée la pétrochimie, euh, les paraffines, la vaseline, tout ce qui va avec. Ça coûtait moins cher, c'est plus facile à produire, c'est plus rapide. Ben, on s'est mis à utiliser ça. Et puis après, on a voulu l'enrichir, on a voulu faire des super sérums anti-âge, donc on va mettre un peu de ci, un peu de ça, et en fait, on va plutôt regarder la finalité plutôt que le chemin avant, et J'ai venir. l'impression qu'il faut une solution qui soit un peu compliquée et incompréhensible pour que Exactement, ça ait du sens. c'est Et, ça. et en vrai, plus ça a l'air compliqué, plus on se dit, bah ouais, c'est logique, et on creuse pas. Tu vois, moi, des fois, on me dit, enfin, par rapport quand je fais des programmes ou autres d'entraînement ou en course à pied, on me dit, ah ouais, je fais pas de plio, mais je m'échauffe pas non plus avant, je vais pas faire de gamme. Mais non, ah bon, ouais, je fais juste ça. Mais en fait, c'est tout ce qu'on te vend un peu, toutes les étoiles, les paillettes qu'on met autour, qui sont pas forcément, alors là, du coup, utiles dans l'entraînement et faut se reconcentrer sur ça. Mais j'ai l'impression que, bah, pareil, dans tous les autres domaines, on va mettre plein d'ingrédients, tu vois, les labos te disent ça, quoi. Si tu mets pas plus d'ingrédients, ça marchera pas. Donc il y a vraiment, on te pousse à mettre plein de trucs pour qu'on se dise peut-être c'est pas à la portée de moi le faire tout seul et du coup je vais pas l'acheter ou ça va pas fonctionner. Enfin En c'est un fait, c'est peu ça. la priori, enfin l'image que j'ai. En fait, on vend de la complexité parce que fut un temps, si c'était complexe, c'est que c'était efficace. Si le médecin parlait avec un charabia compliqué et qu'on comprenait rien, c'est que c'était un bon médecin. Maintenant, on fait plutôt la démarche inverse où on estime qu'un médecin, un bon médecin, il doit être capable de vulgariser. Et ben, j'applique à peu près la même chose justement sur Rock et ma volonté, c'est de se dire, ben, en fait, peut-être que plus c'est simple, déjà, j'ai envie de dire, moins on prend de risques, et potentiellement, plus c'est sain. C'est vraiment revenir à cette base. Et je vais faire la même que Ok, toi. c'est vraiment bon sens, comme dans le premier épisode quoi. C'est le bon sens au cœur du raisonnement. Et toi, tu utilisais de base, parce que c'est marrant, là d'où ça t'est venu, donc si j'ai bien compris, c'est après tes journées de taf où t'étais en montagne, en hélico, enfin vraiment exposé, les lèvres versées, t'as eu le réflexe ou l'idée de te mettre du suif sur la tête. Mais pourquoi du suif? Est-ce que tu utilisais d'abord de base des crèmes qui fonctionnaient pas, ou est-ce que t'as vu le suif, tu te dis tiens je vais tester, comment. Est-ce que déjà t'avais une genre de routine où tu prenais soin de ta peau à un certain niveau? Et ben, j'en prenais pas franchement soin de ma peau parce que et j'avais la flemme et je savais pas quoi prendre parce qu'une fois de plus, inondé par un marché où quand tu es devant le rayon cosmétique, que ça soit homme ou femme, hein, tu as l'impression que chaque produit est mieux que le voisin. Et donc Et on nous honnêtement, t'as vend une fois de tendance à plus. choisir le produit parce qu'il est beau. Enfin, C'est ça, tu vois ce que c'est je veux ça. dire, Et ouais. on nous vend cette complexité une fois de plus et du coup, bah, j'en essayais un, j'allais pas au bout, j'avais pas vraiment d'avis quoi. C'était pas une fois de plus, j'étais pas sensibilisé à tout ça. Et c'est vraiment un jour presque par hasard où c'est mon ami bah, David Nicolas, le fondateur de Feroz, qui m'a dit bah attends j'en ai mis sur mon visage parce qu'il aime bien faire un peu ses expériences. Passer un temps, il se mettait de l'huile d'olive, vraiment cette idée de revenir à quelque chose de plus inerte possible. Et j'ai essayé et dès le soir même ma femme qui me dit ah t'as la peau douce, t'as fait quoi? Voilà après elle m'a dit oh, il y a une petite odeur, un peu de noisette grillée, c'est quoi, pourquoi? Et donc un peu parti de ça, je me suis dit ok bah peut-être que je vais continuer. Il y a eu cette expérience de l'hélicoptère, puis après bah, j'ai commencé à en mettre sur les proches aussi, notamment sur la grossesse de ma femme. Je lui ai concocté sa crème de grossesse pour éviter d'avoir des vergetures et elle n'en a eu aucune. Est-ce que c'est grâce à ça ou est-ce que c'est simplement la qualité de sa peau? Aucune idée, mais en tout cas, ça s'est super bien passé. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai découvert que en fait, ça pouvait avoir plein de fonctions parce que c'est sûr, le tallow, ça hydrate, c'est chouette.
Mais je mets aussi de la cire d'abeille pour justement ses vertus antimicrobiennes, ses vertus protectrices aussi, et anti-inflammatoires. Et je me suis rendu compte que bah, typiquement, quand on fait du trail, des fois, là, sur les pliures des cuisses, ou même pour certains au niveau des tétons ou du port du sac, ça frotte, bah, qu'en fait, d'avoir ce corps gras naturel, ça permettait que j'ai moins de traces de frottement, voire pas de frottement. Je me Ok, suis dit, donc mais tu l'utilises aussi comme on utiliserait par exemple de la vaseline ou des crèmes anti-frottement avant de courir, ou c'est le fait d'en exactement. mettre tous les jours qui rend ta Non, non, peau moins je abrasive? l'utilise en plus avant, Ok. vraiment à visée protectrice. En fait, c'est pour ça que chez Oroc, notre baume, c'est protège, nourrit, répare. C'est Ok, vraiment donc là il y a l'objectif, il tous est les là. trailers qui ont un intérêt direct à tester quoi. Et bah là, David, avec Chalut, là, qui est actuellement en train de faire son ultra trail là, sur 5 jours dans les montagnes du Kazakhstan, je crois, enfin, par là-bas, et bah, il s'en met avant de courir, il s'en met sur les pieds typiquement par rapport au clock. Et en fait, au fur et à mesure un petit peu de ces essais-erreurs, on a essayé sur nous, puis on a essayé sur le premier cercle. Là, à l'heure actuelle, je suis en train d'essayer sur plus de 100 personnes qui testent le produit en vue de la commercialisation prochaine. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte que sur une base aussi simple et aussi saine que ces deux principes actifs, qui sont le tallow et la cire d'abeille, on arrive à avoir un produit qui peut hydrater, mais aussi qui vient protéger et renforcer la peau. Par exemple, l'hiver, moi, je le mets avant de sortir et d'être exposé au froid. L'été, je vais plutôt le mettre après une journée où je suis allé surfer, t'es exposé à la sueur ou simplement au sel de l'océan pour justement venir réassouplir la peau. Et c'est de se dire, et voilà, et en montagne, moi, quand, voilà, non, avant de courir, bah, typiquement avant la Spartan, tu vois, où je savais qu'on allait passer 3 heures avec le petit camelbag, les frottements au niveau des zones de couture, etc., je me suis mis ça. Pour les plus rapides. Exactement, c'est pour aller plus vite. Ok, donc tu l'utilises vraiment en soit en prévention, soit en réparation entre guillemets, où c'est le même qui fait tout. Mais c'est vrai qu'on a déjà tu prends l'exemple de la crème sur les pieds ou sur justement les frottements. Déjà c'est deux produits qu'on te vend normalement. Plus en daily, on va dire, tu as déjà un troisième produit. Et là, David Nicolas, donc le fondateur de Pharos, ton ami aussi, pour ceux qui connaissent pas, l'utilise un seul produit, du coup, grâce à toi, pour les trois, déjà, de base. C'est ça, c'est qu'en fait, dans une salle de bain qui est de plus en plus remplie de produits, avec un produit pour avant, d'ailleurs, même maintenant, on a des produits à mettre avant de mettre un autre produit. On en est à ce stade. On a le produit pour les mains, pour sous les bras, pour le visage, pour les pieds, pour le dos, mais attention, faut pas le mettre sur les cuisses parce que ça, etc. C'est de se dire en fait comment on peut faire beaucoup plus simple avec un produit avec un minimum d'ingrédients, que des ingrédients où techniquement parlant, mis à part, si on les prenait un par un, on pourrait les consommer, on pourrait les manger. Tu vois, je suis parti de ce principe-là, et c'est de se dire, bah, en fait, on peut arriver à des choses simples et qui viennent en fait tous les remplacer. Moi, c'est vraiment l'objectif. C'est là, c'est de se dire que ça sert pour le visage, ça sert pour les lèvres, ça sert pour le corps, ça sert pour les zones de frottement, et surtout, je voulais que ça serve à absolument toute la famille. Là, je suis en train d'attendre pour avoir la certification pour pouvoir officiellement dire qu'on peut le mettre sur les nourrissons. Mais tu vois, ma fille qui a 4 mois, je mets que ça, il n'y a aucun souci. Parce que qui sont parents comme toi, ça a dû connaître ça. Les nourrissons, souvent, ça a des zones très sèches au niveau de la peau. En fait, je lui en mets, 48 heures après, il n'y a plus rien. Tu vois, mais c'était vraiment C'est le vrai que ce qu'on grand. donne naturellement, c'est des crèmes à base de cortisone et des trucs comme ça. Enfin, Ouais, quand c'est je dis ça. naturellement, c'est ce qu'on a tendance à utiliser en Oui, c'est première ça. intention, ou que Ou le de base médical le de, donne. c'est ça, ou de base de paraffine, des choses comme ça. Et là, c'est simplement de se dire, bah, j'ai pas attendu la certification, mais c'était mon choix parce que c'était sur mon enfant. Mais je suis passé directement de la théorie à la pratique et avec des super résultats. Là, je pense notamment à des Ça montre résultats. aussi à quel point tu as confiance en ton produit et c'est sain et je veux dire, il y a pas de choses cachées ou autre, tu vois. Si tu Ah l'utilises bah, toi-même sous ton bas âge, c'est exactement ça. En fait, j'ai tellement confiance en mon produit que j'utilise pour toute la famille et pour tout le monde. Et surtout que, comme tu parles de justement, c'est une belle transition sur les produits cachés. C'est qu'une fois de plus, on disait, certes, le naturel, c'est bien, mais ça peut être pollué. Mais en fait, moi, tout est dosé dans un laboratoire indépendant où je viens vérifier l'absence de pesticides, l'absence de métaux lourds, l'absence de perturbateurs endocriniens et l'absence de résidus médicamenteux, entre autres. Ce qui fait que, en fait, derrière, dans mes analyses, je sais si c'est pollué ou pas. Tu vois, tout à l'heure, en disclaimer, je disais la cire d'abeille. On se dit, la cire d'abeille, c'est super, c'est pur, c'est neutre. J'avais trouvé une cire d'abeille qui venait des Alpes. Je me dis, bah, c'est génial. Euh, j'ai fait un test de polluants dessus, de pesticides.
j'avais 5 pesticides qui revenaient positifs, dont 2 qui sont normalement interdits en Europe. Ok. Parce Donc on est qu'elles d'accord. vont butiner du coup dans des champs qui utilisent ces pesticides. Exactement. Donc c'est la Ok. grosse problématique auquel j'étais confronté, c'est qu'on peut pas dire à une abeille, tu vas butiner ici, mais tu vas pas chez le voisin. Mais une fois de plus, c'est de se dire, d'où l'importance d'avoir des analyses sur produits finis, où là, au final, je me suis dirigé plutôt vers le sud, où j'ai trouvé un petit apiculteur qui, en fait, a une cire qui revient négatif à tous les polluants. Et au même titre que notre talot, qui est sur des élevages où il n'y a pas de vaccination, qu'il n'y a pas d'antibiotiques, ils sont en pâturage toute l'année, c'est-à-dire c'est des pâturages rotatifs, donc c'est des bêtes qui sont en extérieur, qui vivent comme elles sont censées vivre, qui au lieu d'épuiser les sols, ça va favoriser à régénérer les sols, parce qu'en fait la biodiversité va reprendre vie. Les champs sont entourés de haies où on va retrouver des baies. Elles mangent vraiment de l'herbe et c'est tout. Elles mangent pas en fait de soja, pas de maïs, pas tout ça. Donc ce qui fait que même d'un point de vue impact carbone, eh ben, en fait on a un impact carbone qui est quasiment neutre, parce qu'il faut savoir que les pâturages rotatifs comme ça, de par le piétinement entre autres des vaches, on va venir capter en fait du carbone. On va venir favoriser la pousse de certains trèfles et tout ça en fait permet de retrouver un équilibre. C'est-à-dire que on est vraiment pas dans une industrie de sur-utilisation. On n'est pas sur les bêtes qui sont parquées où on fait de la culture intensive, etc. C'est vraiment pas l'idée. Et je vais même au-delà jusqu'à dire qu'en fait, on a même une démarche de non-production parce que, en fait, ce talog, ce suif, il est présent quoi qu'il arrive. En fait, on n'a pas de bêtes à nous, donc on ne va pas augmenter l'élevage. Au contraire, on vient plutôt récupérer un produit qui est peu, voire pas utilisé, qui est même parfois jeté, et on va lui redonner une seconde vie. C'est un peu le principe du nose to tail, c'est vraiment de venir récupérer tout ce qu'on peut sur une bête. Et en plus de ça, ça va permettre d'avoir une rémunération complémentaire pour les éleveurs, que ça soit apiculteur ou éleveur au niveau des bétails, parce que au lieu de le jeter, ben en fait, il est racheté et utilisé derrière. Ça c'est vraiment trop bien. Et c'est ce que j'avais aimé aussi dans la démarche, c'est cette recherche, on va dire, intelligente de j'ai ça, qu'est-ce que je peux en faire? Et bah, plutôt que le jeter, le sublimer et l'utiliser à bon escient. Et en plus de ça, utiliser un peu le bon sens et revenir à l'essentiel et simplifier, on va dire, plutôt que rendre les choses un peu plus difficiles. C'est vraiment toute cette démarche qui est circulaire et bien pensée, on va dire, que j'avais directement apprécié quand j'ai vu un peu, parce que forcément je te suis, mais dès que j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça, c'est vraiment stylé, il faudrait qu'on fasse un épisode pour que tu puisses vraiment en parler, parce que c'est vraiment bien fait et bien cherché pour que ça ait du sens et sans aller chercher justement d'artifices ou de choses superficielles, quoi. En fait, c'est ça. Pour certains, ça peut même être un peu contre-intuitif de se dire c'est une graisse à partir d'animal que je vais mettre sur le visage, etc. Et en fait, l'explication, elle est encore plus profonde que ça. C'est que du coup, en bon médecin, j'ai voulu continuer à creuser cette histoire du tallow. Et en fait, il s'avère que c'est majoritairement composé de 6 acides gras, donc de 6 graisses différentes, globalement, pour faire très simple. Et en fait, il y en a 3, enfin, parmi les 6, elles rentrent toutes dans la composition de la partie de triglycérides de la peau, et enfin, surtout du sébum. Pour faire très simple, les triglycérides, c'est une association d'acides gras, donc de molécules de gras. Mais globalement, pour faire un raccourci assez grossier, la composition notamment de 3 acides gras majoritaires qui sont dans le tallow, dans le suif, qui sont l'acide palmitique, l'acide stéarique et l'acide oléique, ces 3 acides gras, on les retrouve dans la composition du sébum de la peau. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des similitudes entre la composition du tallow et le sébum de notre peau. Il y a 2 acides gras qu'on ne retrouve pas du tout parce qu'ils sont propres à l'espèce humaine et on les retrouve nulle part ailleurs. Mais en fait, là, on se rend compte qu'on a déjà une similitude, ce qui fait que ta peau va reconnaître quelque chose qu'elle connaît déjà, sur une base en fait qui est comparable. Et c'est absolument là où c'est absolument génial, c'est que cette proximité entre le tallow et la peau fait que c'est un produit du coup qui va être beaucoup plus assimilé, beaucoup plus accepté, j'ai envie de dire, par ta peau. Est-ce que ça veut dire aussi que si tu as une peau type grasse, c'est pas forcément recommandé ou justement ça s'applique à toutes les peaux? Exactement, ça c'est une très bonne question. Bah, c'est parfaitement adapté notre baume pour les peaux sèches, les peaux matures, les peaux sensibles, les peaux réactives, eczéma, psoriasis, ceux qui font beaucoup d'allergies ou de choses comme ça. En effet, sur les peaux très grasses ou acnéiques, on va plutôt avoir tendance à se dire qu'on va éviter d'en mettre. On peut Ouais, c'est essayer, rare. c'est rare. C'est rare, mais en fait, parce qu'il faut être franc, et une fois de plus, moi, c'est vraiment la démarche, c'est de pas tomber du côté marketing, mais simplement dans la transparence totale, c'est de se dire, bah, une peau qui est très grasse,
qui sécrète déjà beaucoup trop de sébum, bah, si on vient lui rajouter du sébum, on va pas forcément rendre service. Et moi, on m'a toujours dit que j'avais une peau mixte. Est-ce que du coup, c'est ok? Parce que mixte, ça veut dire aussi un peu gras, un peu sec, ça dépend des moments. C'est un peu fourre-tout quand même, hein, mixte. Ouais. Mais du coup, c'est ok. C'est Ok. ok, et en plus, on va peut-être te dire d'en mettre un petit peu moins souvent. Ou peut-être selon les périodes aussi de vie. Tu vois, une fois de plus, la saisonnalité. Est-ce que quand tu es en plein soleil, qu'il fait chaud, que naturellement tu vas sécréter plus de sébum parce que tu as la peau beaucoup plus hydratée, bah, peut-être qu'on n'en mettra pas ou moins, et on en mettra plutôt le soir. Alors qu'à l'inverse, sur l'hiver où la peau est sèche et constamment agressée, on va pouvoir en mettre beaucoup plus. Hiver, automne, printemps. Ouais, ok, très clair. Non, mais c'est hyper intéressant et je te posais la question enfin, j'avais déjà un peu la réponse et j'ai reçu d'ailleurs ton échantillon test donc j'ai pu essayer un peu. Je l'ai reçu ce matin donc j'ai pas pu essayer sur le long terme mais je te ferai des retours je ferai des retours là-dessus volontiers. Euh, et moi, ça m'intéressait d'une part pour ça, et aussi pour, tu vois, pour les tatouages, pour prendre soin un peu, je mets rien dessus. Et c'est vrai qu'en fonction de la période de l'année, j'ai l'impression que des fois ils sont un peu plus secs, un peu plus, enfin, moins éclatants. Et j'ai envie de tester un peu, tu vois, voir aussi ce que ça donne là-dessus. Et sur la peau, je me mets naturellement rien. De base parce que pareil j'ai déjà testé des trucs mais je sais pas lequel choisir. Choses dedans, donc j'ai pas non plus envie, tu vois, je prends un peu de recul sur ça, sur même mettre du parfum pour rien, toutes ces choses-là j'essaie d'éviter, et du coup ça faisait du sens de tester une alternative un peu naturelle et voir ce que ça fait. Et du coup, ce que tu disais tout à l'heure, la peau douce, donc là je me touche la peau parce que j'en ai mis ce matin, mais c'est vrai qu'elle est encore vraiment douce, alors que d'habitude tu mets une crème, euh, de recul que j'ai d'expérience, tu mets une crème quelques heures après, là ça fait déjà 6-7 heures, tu sens plus trop la sensation sur ta peau. En fait, c'est ça. C'est que spontanément, quand on met un corps gras, forcément, avoir la peau plus hydratée, ça peut rester. Et donc la crainte, ça peut être d'avoir la peau trop grasse et justement qui viendrait coller. Donc c'est aussi ça l'idée d'avoir de la cire d'abeille, c'est que ça va permettre de venir structurer le baume, de venir assécher le toucher sur la surface pour éviter cet aspect trop gras et que ça laisse en effet, et c'est marrant, t'es pas le premier à me faire ce retour, c'est qu'on sent qu'il y a un tout petit film qui est confortable, qui est pas un film gras de j'ai la peau qui colle, ça va pas, j'ai l'impression d'avoir qui fait 90% d'humidité et je me sens pas bien, mais plutôt d'avoir justement cette sensation un petit peu semi-occlusive de peau qui est hydratée et en fait c'est qui est nourrie quoi. Mais là, justement, tu vois, je me fais la réflexion, je suis dans une pièce, du coup, j'ai fermé les fenêtres pour pas qu'il y ait de bruit qui vienne. Et en général, du coup, la pièce, elle commence à se réchauffer et je commence à être un peu plus, enfin, de sentir. Et là, je l'ai pas, tu vois, tu viens de me faire cette C'est intéressant. réflexion-là. Et autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, je m'en suis mis sur les avant-bras. Et en général, quand je mets de la crème sur les avant-bras, ça me fait vriller les premières. Quand je travaille, forcément, je pose mes avant-bras. Et après, tout ma table est grasse, ou mon bureau est gras, et je mets des mouchoirs pour absorber un peu. Et là, j'ai pas eu ça. Donc, c'est un autre point positif. Ouais, il y a cette sensation un peu de douceur, mais il n'y a pas ce transfert avec ce que tu touches. Et je trouve ça intéressant, en tout cas, dans la première utilisation que j'ai fait, le premier feedback que je peux te donner, c'est ça. C'est très chouette et c'est un peu comme ça que je le vois. Faut imaginer que on imagine comme un petit muret, on vient appliquer une couche dessus. Soit la couche elle reste dessus et ça donne cet aspect gras, cet aspect de je vais venir l'étaler de partout et j'aime pas. Soit l'inverse, ça va venir pénétrer justement entre ces fameuses briques qu'on évoquait avec un petit film de protection par-dessus. Et c'était l'objectif, c'était ça, c'était d'arriver à cette finalité où on a quelque chose qui vient protéger, qui pénètre aussi à l'intérieur, où on sait que du coup il n'y a pas de risque et c'est pas gênant, et qui permet d'avoir cet entre-deux, cette je suis hydraté, mais j'ai pas la sensation grasse qui perdure. Et ça, naturellement, le corps ne régule pas. Parce que j'ai tendance à dire que tu vois, le corps est bien fait. On met de l'anti-inflammatoire, par exemple, enfin, on a tendance à vouloir prendre des anti-inflammatoires quand on se fait une entorse pour limiter l'inflammation, alors que cette inflammation, elle est utile, tu vois, pour récupérer, pour reconstruire, etc. Donc il y a tout un tas de procédés qui sont bien. Quand tu mens, on a pas mal parlé du collagène, enfin pas nous, mais ça a pas mal parlé du collagène pour solidifier les tendons. Alors que quand tu manges suffisamment de protéines, que tu as eu un mode de vie sain, etc., tu vas synthétiser toi-même ton collagène, tu vas avoir des tendons en bonne santé, etc. Et sauf les personnes qui ont de l'arthrose, dans les études, il n'y a pas forcément d'efficacité statistique, en tout cas à prendre du collagène. Est-ce que le corps n'est pas capable, tu vois, de gérer sa peau parce qu'on se met des choses, et tu disais tout à l'heure, il faut
en avoir besoin et pas se mettre simplement bêtement, mais pourquoi on a besoin de ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a besoin de se mettre de temps en temps des choses et qu'on n'arrive pas à se réguler naturellement? En fait, notre besoin de se mettre de s'appliquer des topiques, donc de s'appliquer des lotions sur la peau, ça vient du fait que notre peau elle est constamment agressée. Typiquement la pollution. Tu vois, quand toi qui avant, je crois que tu vivais en ville, si je dis pas de bêtises, mais en fait la pollution de l'air. euh, Tu vois, rien que ça, le fait on parlait du fait qu'on travaille à l'intérieur, en fait souvent actuellement c'est climatisé, donc ça va venir assécher ta peau. En fait, elle subit des variations qui vont au-delà de ce pourquoi elle est faite d'un point de vue hormétique, presque j'ai envie de dire. Hmm, C'est de se ok. dire, c'est que on est dans un environnement qui au final est presque constamment hostile parce que soit il ne change pas assez, soit il n'est pas adapté à ce qu'on est censé connaître d'un point de vue historique slash génétique. Et donc du coup en fait on se retrouve sur cet entre-deux. Tu vois typiquement, j'ai aussi des tatouages et du coup j'ai mis forcément du baume dessus et je trouve que ça fonctionne très bien. Mais le tatouage c'est comme une cicatrice. Donc en fait il faut venir constamment l'hydrater. Et c'est une fois de Ok. plus, c'est quelque chose qui normalement ta peau, elle n'est pas complètement faite pour avoir des tatouages. Ouais, C'est quelque chose qu'on vient je refais un peu rajouter en cette plus. analogie, tu vois, c'est comme Ça. quand je mettais cette crème pour prendre soin de ma peau sur mes tatouages, j'avais l'impression d'être un peu, tu sais, le fumeur qui fait du cardio pour ses poumons. Genre, Ouais, j'ai c'est ça. mis un truc dans ma peau qui, constamment, ma peau doit se battre un peu avec l'encre qui est un corps étranger qui est dans ma peau, et je l'applique. Mais bon, c'est la petite aparté, et c'est pas parce il y a ça qu'il faut partir dans le bois. De toute façon, j'ai plus rien à faire. Mais ok, je trouvais ça intéressant d'aborder le sujet parce on parle quand même depuis le début de bon sens, de rien de superficiel, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est justement, voilà, d'un point de vue de l'hormèse, donc le fait que ça s'adapte petit à petit, contrairement à ce qu'on va faire pour la santé ou le fait de bien manger, de faire du sport, etc. Ça va déjà jouer énormément. Là, on est agressé en continu sur la peau. C'est comme si on était agressé. C'est un peu le cas avec tout ce qui est aliments transformés, mais je veux dire, c'est comme si on avait toujours des aliments hyper malsains qu'on mangeait naturellement, enfin qu'on était forcé à manger, et du coup il fallait compenser quand même un minimum avec d'autres choses. Donc là c'est un peu l'image, on est trop agressé pour que ça se fasse naturellement, c'est ça? Exactement. Un autre exemple qui est très courant, c'est les gels douche. On a tendance à se laver tous les jours et à utiliser tous les jours du savon. Et quand tu dis aux gens, moi typiquement, je me douche peut-être que tous les 3 jours et je mets du savon peut-être une fois sur deux, ça choque les gens. Quand tu fais 15 heures de sport par semaine et t'expliques ça, en fait, voilà, on nous a appris à nous doucher tous les jours en mettant des savons ou des fois ce qu'on appelle des savons neutres. Il y a un hygiéniste là récemment qui est passé sur RTL qu'on a très bien parlé où il dit mais enfin on parle de neutralité donc on imagine le pH à 7 comme le pH du sang c'est super etc. Mais en fait c'est déjà beaucoup trop alcalin par rapport au pH de la peau. pH de la peau, il faut savoir qu'il est plutôt aux alentours de 5,5 et soit dit en passant, le tallow, je te le donne en mille, il a entre 5 et 5,8. Ok. Tu vois, nous, sur les analyses, il ressort à temps. Et c'est fou. Ok. Et en Hyper fait, intéressant parce que c'est déjà hyper dur de trouver des cosmétiques neutres, enfin même un gel douche neutre, tu vois, c'est... et en fait, c'est toutes ces choses, c'est toutes nos habitudes de vie qu'il faudrait revoir. Ou voilà, comme je te disais, en fait, constamment, on va venir rajouter des agressions dont on n'a pas forcément besoin. Ok, Et mais attends, mais c'est hyper intéressant. Je rebondis donc vas-y, forcément vas-y, sur vas-y. ce que tu as dit, parce qu'en tant que médecin, et on entend toujours justement l'hygiène et tout, mais c'est du coup, je pense, des idées préconstruites et reçues de justement, si tu te laves pas tous les jours avec du savon, c'est pas propre et c'est pas sain. Tu peux détailler un peu ça, parce que du coup, Complètement. tu En conseilles fait, du coup de se laver plus espacé, même avec du sport, etc. Quand je reprends là exactement ce que tu as dit. exactement. Moi, en tant que médecin, je conseille de se laver moins souvent, comme tu dis, de façon plus espacée et avec des produits qui agressent beaucoup moins notre peau et notre microbiome cutané. En fait, l'idée de se laver beaucoup plus, et notamment, tu faisais le parallèle du fait de se laver les mains, pourquoi on fait ça? Il y a deux raisons. Une première qui est, on vit dans des espaces beaucoup plus clos. Donc dans ces espaces clos, on va beaucoup plus se passer les virus. Donc l'idée de se laver les mains, on l'a très bien vu avec la pandémie Covid entre autres, c'est de venir diminuer le portage de certains virus. Parce qu'on se serre la main, parce qu'on se fait la bise, etc. Donc en fait, on se lave les mains pour diminuer le portage des virus. On essaie de venir s'en débarrasser. Que ça soit avec du gel hydroalcoolique qui vient en fait tout abîmer, tout flinguer, j'ai envie de dire, soit sinon avec de l'eau ou du savon, où c'est démontré que c'est le mécanisme de friction qui est le plus efficace que le produit en soi. On le voit à l'heure actuelle sur les plaies que je suture aux urgences, entre un antiseptique, de la bétadine ou de l'eau et du savon, l'eau et le savon fait aussi bien que les deux premiers.
C'est vraiment le mécanisme de friction qui est intéressant. Et l'autre aussi chose qui a créé un petit peu ces dérives du fait de beaucoup plus se laver les mains et de trop se laver même, c'est le fait que à l'époque, on s'est rendu compte que un jour, il y a eu un chirurgien qui a commencé à se laver beaucoup plus les mains avant d'aller au bloc opératoire, parce qu'il faut savoir qu'avant, on se lavait pas forcément les mains. Et il avait beaucoup moins d'infections nosocomiales. Donc ces patients avaient moins d'infections qu'ils avaient attrapées à l'hôpital slash pendant l'opération. Parce qu'en fait, notre population de bactéries nous est propre, et donc du coup, on n'a pas forcément, toi et moi, on n'a pas forcément les mêmes. Donc si, avec une effraction cutanée, je viens mettre mes bactéries à moi dans ton corps, c'est pas forcément quelque chose de positif. Donc d'un point de vue médical, nous, on se doit de se laver beaucoup plus les mains, parce que je veux pas venir contaminer les patients. Hmm. Mais sauf que toi, avec toi-même, il n'y a pas de raison que tu viennes te contaminer plus que ça. Et une fois de plus tu es exposé à ces micro-organismes, plus ton immunité va être efficace et plus ton immunité va être active. Plus, en fait, il faut imaginer, ton immunité, ils ont un dictionnaire, une encyclopédie. Et plus il en connaît, plus il va pouvoir se protéger. Donc c'est pour ça qu'en fait, on est sur une ère où il y a eu trop d'angoisse, de germophobes, j'ai envie de dire, où on laisse plus, par exemple, les enfants jouer par terre. J'entends tout à fait. Je serais le premier à pas laisser jouer ma fille par terre dans un bac à sable où il y a tous les chiens et qu'on fait leurs déjections. C'est pas raisonnable. Par contre, jouer par terre dans ma pelouse, si elle mange de la terre, je sais ce que j'ai mis dans mon herbe, moi ça me pose pas de souci. Elle va faire son immunité. Mais Et une entièrement fois de d'accord plus, là-dessus. c'est de revenir sur ce bon sens, sur cet entre-deux, de se dire, mais pourquoi je fais ça et d'où je viens? Et tu vois, je reviens encore une fois de plus avec cette histoire de se laver, c'est que c'est pareil, beaucoup de gens ils se lavent pourquoi? Pour des raisons d'odeur. Parce que le gel douche qu'on va se mettre, il y a une fois de plus des super parfums et on a envie de sentir bon. En fait, une fois de plus, on vient masquer une odeur naturelle et en fait, on vient la décaper. Et c'est le problème aussi de certains déodorants ou certaines crèmes, c'est que on les met, ça correspond pas à notre flore bactérienne qu'on a naturellement. Donc, on se met à sentir pas bon, donc on en met encore plus et c'est un cercle vicieux. Ok. Et quand c'est comme ça, C'est ce un qu'on peu comme conseille, quelque chose qui est plus parlant, se laver les cheveux tous les jours. Plus tu vas te laver les cheveux, plus tu vas avoir les cheveux peut-être gras, ou c'est enfin, en tout ça. cas on entend souvent ça. Et plus tu espaces, plus tu t'autorégules, et là-dessus, du coup, tu joues un rôle, c'est ça? Exactement. Ok, ok, trop bien. C'était intéressant à creuser. Et t'as ouvert deux brèches sur lesquelles je voudrais rebondir. Déjà, le gel hydro, du coup, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a parlé, enfin tout ce dont on a parlé, j'imagine que du coup, c'est vraiment pas ouf d'en utiliser régulièrement. Il y en a plein qui ont le petit gel hydro partout et à toutes les sauces. Alors, quand tu sors d'un magasin ou peut-être d'un métro, ça a du sens, mais le surutiliser, j'imagine que c'est quand même assez destructeur pour ta barrière cutanée, pour la qualité de ta peau. Euh, c'est quoi ton avis là-dessus? Bah, en fait, c'est comme tu dis, c'est un produit qui est excellent et qui est très bien parce qu'on vient tout détruire. Donc, c'est-à-dire que on vient détruire le risque de se contaminer avec typiquement un virus. Si on reprend la période Covid, c'était de se dire, j'ai un risque d'avoir mis la main quelque part et d'avoir récupéré entre guillemets du virus et que je vais me contaminer avec. Et ben en fait, si je détruis tout, je détruis le virus, mais comme on dit, je détruis tout, je détruis aussi les bonnes choses. D'ailleurs, on le voit beaucoup à l'hôpital. Ceux qui mettent beaucoup trop de gel hydroalcoolique, ils ont les mains qui vont devenir sèches, qui vont devenir irritées, ils vont avoir des crevasses. Et c'est aussi une de mes volontés à terme avec Orox, c'est typiquement, ça va être de me rapprocher de certains comités d'entreprise des hôpitaux pour venir justement proposer ce baume notamment aux soignants. Hyper intéressant. La deuxième brèche que tu as ouverte, c'est que tu as parlé de suture. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est justement du SWIF sur par exemple une cicatrisation? Parce que pareil, on nous donne plein de crèmes pour les cicatrisations. Et est-ce que ça a du sens de juste mettre du SWIF? Est-ce que tu as testé? Est-ce que t'as expérimenté? Alors, ouais, moi j'ai testé, une fois de plus, les gens ils pensaient que j'adore tout tester, et c'est le cas, hein. Typiquement, quand on fait du sport, ça a dû t'arriver, là, les cloques au niveau des mains qui pètent à cause des barres et autres. Là, ici, ouais. Ouais, exactement. Et bah moi j'ai essayé. J'ai essayé de me faire des cataplasmes la nuit, donc j'en mettais une bonne couche. Des fois, je mettais dans un gant pour justement pas en mettre de partout dans le lit, ou ça m'est arrivé juste d'en mettre de temps en temps la journée, et j'ai trouvé que ça cicatrisait plus vite et mieux. En fait, comment ça marche? C'est pareil, ça a rien de magique. Mais en fait, on sait que quand c'est maintenu avec une occlusion qui va permettre d'avoir beaucoup plus d'humidité et donc d'eau au niveau de notre plaie, ça va favoriser la migration cellulaire et donc ça va favoriser la cicatrisation. Donc, je dis pas que le suivre, ça cicatrise en tant que tel, j'ai juste qu'en tant qu'occlusif,
Ça utilise le même mécanisme de cicatrisation en milieu humide que n'importe quel corps gras pourrait faire. Par exemple, s'il y a des gens qui se sont déjà fait des plaies, ils ont déjà vu que derrière, on leur met souvent de la vaseline, qu'on leur met de l'urgotule, du gélonette, des corps gras, justement, pour faire cicatriser. Ben là, en fait, on vient reprendre le même procédé. Ok. Pareil sur brûlure, du coup, ça doit être intéressant, j'imagine, du coup, un corps gras comme ça. C'est ça. La vraie problématique sur brûlure, c'est qu'il y a brûlure et brûlure. Sur une petite brûlure type premier degré, le coup de soleil, etc., typiquement le petit coup de soleil que j'ai pris notamment à Morzine, euh, je trouve que ça marche super bien. 48 heures après, j'avais quasiment plus rien, j'ai pas vraiment pelé derrière. Une fois de plus, est-ce que c'est grâce à ce que je me suis mis ou est-ce que c'est simplement que ma peau est habituée? Je ne sais pas. Mais par contre, sur des brûlures plus sévères, la vraie problématique de la brûlure, et là c'est vraiment le médecin urgentiste qui parle, c'est le risque infectieux. Et il faut savoir que ce baume, il n'est pas stérilisé. Donc en fait, voilà, faut être Pas vigilant. sur des plaies ouvertes. Ça, ta reco, c'est pas sur des plaies Ouais, ouvertes. en fait, sur du premier degré, deuxième degré superficiel, donc s'il y a juste une petite cloque, ça pose pas de souci. Au-delà, j'aurais quand même tendance à être plutôt sur du produit médical classique où on sait qu'il est stérilisé et qu'il est du coup exempt de risque, en tout cas de pollution bactérienne, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'une fois de plus, un baume et tous les produits qu'on a au quotidien sont tous pollués de bactéries, de bonnes et de mauvaises bactéries. Et une fois de plus, le risque, c'est ça, c'est de se tomber sur des bactéries qui ne font pas partie de notre dictionnaire ou notre encyclopédie et qu'on fasse une réaction. J'imagine, pas sur un tatouage qui vient d'être fait, parce que ça reste une plaie ouverte, mais on parlait tout à l'heure des tatouages, donc peut-être attendre la première partie de la cicatrisation, ou non, là, Alors, le tatouage, c'est différent, c'est qu'en fait, si je dis pas de bêtises, et tu sauras peut-être mieux que moi ou certains tatoueurs pourront nous donner, je crois que de souvenir, le tatouage, tu viens juste dans l'épiderme et le derme, mais tu viens pas dans l'hypoderme. ouais, Donc, ce qui peut-être. veut dire, c'est que tu restes sur un côté un peu superficiel, et je pense que normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Ok, ok. Bah écoute, je poserai la question à des tatoueurs et je mettrai ça en complément dans les notes si j'arrive à avoir la réponse. Mais ok. Donc, est-ce que avant de parler de ta vision pour Rock, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur laquelle on n'a pas abordé, peut-être que tu aurais bien aimé qu'on évoque? Et bah, éventuellement, on peut parler de l'odeur du produit, parce que c'est vrai qu'on parlait de graisse animale et c'est des choses qui peuvent faire peur. En fait, il y a deux questions qui se sont posées. C'est de se dire, soit on assume ce petit côté un petit peu noisette que certains peuvent aimer, d'autres pas, soit on va venir vraiment désodoriser complètement le produit, mais le désodoriser complètement, ça veut dire le vaporiser à haute température avec de la vapeur d'eau, et donc dénaturer le produit, et donc perdre certaines de ses propriétés. Donc nous, on a fait le choix en fait de le produire à très basse température, on met beaucoup de temps, ce qui fait qu'il a très peu d'odeur, et on a ajouté un parfum naturel. Et là, les gens, s'ils ont bien suivi, ils vont dire oui, mais ça suffit pas un parfum naturel. En fait, on Et a un on dit, parfum un qui est, parfum. c'est ça, qui est 100% d'origine naturelle, mais en fait qui est sur une base d'eau de coco. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'était la grosse difficulté, c'est qu'au début je me suis dit ouais, on va pouvoir jouer avec des notes d'agrumes, de vanille, de musc. Et ben en fait tout ça c'est des produits qui peuvent être allergisants et qui passent et qui sont pas forcément très bons pour la circulation générale. Donc on est parti sur une base d'eau de coco avec un parfum qui pareil ne retrouve aucun des 81 produits qui sont considérés comme allergisants et qu'il faudrait déclarer sur la liste INCI. Donc en fait, c'est un parfum qui est parfaitement neutre et qui est adapté justement aux peaux sensibles et aux peaux réactives. Parce que ça aurait été quand même couillon d'avoir deux super premiers ingrédients qui ont une neutralité et une efficacité totale, et Oui, derrière donc, d'aller mettre quelque chose de synthèse ou naturel qui viendrait en fait faire l'effet inverse. Tu vois, aussi ma nouvelle vision. Des fois, on voit des super produits naturels où on se dit, ah bah super, les trois premiers composés sont géniaux, mais le troisième, pour que ça soit socialement pour être acceptable ou correct, pertinent, ça gâche tout. Et ben nous, en fait, on est vraiment, on a galéré et on est vraiment sur un parfum qui, du coup, répond à cette attente. Donc, en fait, ça permet d'apporter un côté gourmand sur une base, une fois de plus, d'eau de coco. De venir masquer cette sensation un peu de noisette. Après, c'est pareil, j'ai envie de dire, c'est comme pour les hachets de féroce. On a tous des sensibilités différentes, des odorats différents. On n'aime pas. Pour l'instant, là, sur les retours parmi les 100 personnes qui ont pu tester, je suis à 85% des gens que ça ne gêne absolument pas. 87 exactement. Il y en a et les personnes que quelques-uns. ça gêne, c'est des personnes qui sont habituées, peut-être, qui... Alors comment je pourrais demander ça? Est-ce que c'est des personnes tu sais, qui aiment la viande de base ou est-ce que c'est des personnes qui aiment... Parce que c'est une odeur qu'on peut assimiler si on connaît ça, tu vois ce que je veux dire?
si on connaît vraiment le suif et le procédé, on peut dire la petite odeur de noisette, ça a une petite odeur de justement de ça. Mais en vrai, si tu connais pas, je pense que tu fais pas le rapprochement, honnêtement, de ce que moi j'ai senti. Euh, et même en connaissant, tu vois, moi j'adore cette odeur. Pour le coup, tu vois, alors je mets un disclaimer hein, pour pas que les gens pensent que ça, ça sent le gras d'entrecôte, mais tu vois, Ouais, c'est pas graillon, quoi. ouais, à l'opposé, tu vois, cette odeur un peu de... Moi, j'aime bien. J'adore ça. Donc forcément, si je la retrouve à 1%, on va dire, dans le baume, ça me dérange pas et c'est une odeur que j'aime bien. Mais est-ce que tu as réussi à trouver pourquoi ces personnes n'aimaient pas ou ce qu'elles aimaient pas vraiment? Moi, j'ai pas forcément creusé encore, parce que c'est Ok, pareil, c'est de se dire, là, on est en période quand même où il fait assez chaud, donc même l'odeur un peu de coco peut ressortir c'est peut-être vrai. un peu trop. Parce que c'est une odeur C'est qui est vrai quand que même tu assez ouvres gourmande. une huile de coco, enfin là, tu ouvres un pot d'huile de coco, il y a une odeur forte quand même. C'est ça, c'est quand même assez gourmand. Donc du coup, j'attends de voir sur la saison hivernale ce que ça va donner. Mais une fois de plus, les gens, en plus, c'est pas des gens qui ont dit, oh là là, c'est horrible, ça va pas. Ils m'ont dit, ah bah j'ai tilté là-dessus, mais pour autant, ils le recommandent quand même. Il Parce que faudrait que tu tu vois, fasses un blind test bah en sur fait, c'est des ça. personnes qui connaissent pas ta démarche. Exactement. Ça serait une possibilité. Au début, d'ailleurs, la question même s'était posée de savoir si on communiquait sur l'aspect tallow ou pas. Mais pour une raison de transparence, une fois de plus, moi, j'avais à cœur de communiquer dessus. C'est de se dire que on a un produit qui est absolument génial, donc autant en parler. Parce qu'au début, en effet, on peut être réticent. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'encourager les gens à tester et de se dire, mais attends, en fait, oui, je m'en rends pas compte, il y a cette odeur de coco gourmande, en plus, on n'en met pas beaucoup, on en met une petite noisette pour tout le visage, le pot, il dure 3 à 6 mois, enfin, voilà, c'est vraiment l'objectif, il est là, quoi. Non, mais c'est très clair. C'est vrai qu'on en avait parlé juste avant l'épisode et j'aurais oublié d'en reparler, donc j'ai bien fait de te poser cette question et t'as bien fait de rebondir. Ok, petit point sur l'odeur. Est-ce que t'as d'autres choses? Non, je pense qu'on a fait un joli petit tour, là. Ok, trop bien. Donc pour finir, ce que j'ai noté dans ma tête au début que t'as parlé en présentant ton Skin Shield comme le premier produit de la gamme. J'ai vu en recevant aussi ton échantillon la petite note, donc en fait ça avance très vite et c'est ce qui doit faire un peu le parallèle avec enfin plutôt le décalage entre ton activité de médecine justement et ton activité d'entrepreneur où bah, tu peux changer des choses tous les jours, tous les semaines, tu peux aller dans des trajectoires que tu veux, mais t'as déjà entre les premiers G et les deuxièmes G qui sont toujours des tests, rajouter un aliment qui est la vitamine E, si je me trompe pas. Donc, est-ce que le but c'est de rester à 4 ingrédients ou de s'en servir pour justement faire passer d'autres produits qui sont intéressants comme d'autres vitamines ou autres? Est-ce que tu as vocation de faire plusieurs gammes ou de vraiment voilà, c'est quoi la vision que tu as pour Rock? Écoute, déjà, tu as fait un lapsus que j'apprécie énormément, c'est qu'au lieu d'ingrédients, tu as dit aliments. Aliments, c'est vrai. Et c'est un C'est peu vrai? comme ça que je le vois. Et c'est un peu comme ça que je le vois. Et en effet, comme tu dis, ça évolue assez vite parce qu'en fait, c'est un produit que j'ai pensé pour moi et pour mon cercle proche. Mais j'ai envie de le construire avec les gens qui le testent. Donc c'est pour ça, en fait, tout à l'heure, je parlais des 100 testeurs. C'est qu'en fait, le produit va sortir officiellement en septembre. Et plutôt que de passer sur de la démarche marketing, de l'ad, des choses comme ça, j'ai pris la décision de produire 100 pots que j'ai offert à 100 personnes qui sont inscrites sur la newsletter sur oroc.beauty pour qu'ils puissent tester le produit. Et c'est leur retour, en fait, qui va venir façonner tout ça. Tu as déjà un échantillonnage qui est 10 fois plus grand que les tests dont Certaines tu me études. parlais tout à l'heure. Exactement. Et en fait, il faut savoir que la vitamine E, ça a été une grande question. Parce que la vitamine E qu'on a rajoutée, là, du coup, c'est officiel, pour l'instant, on l'a rajoutée. On va voir si on la maintient. Ça a plusieurs intérêts. Il faut savoir que le suif est aussi de base très riche en vitamines A, D, E et K. Rajouter de la vitamine E, ça vient renforcer le pouvoir antioxydant du baume. Et ça vient aussi permettre une conservation du baume qui est assez intéressante, notamment que ça soit du parfum, mais aussi de la composition. Et le pari, pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour savoir si la richesse naturelle du tallow en vitamine E suffit pour que le baume dure suffisamment longtemps dans le temps et ne perde pas ses propriétés. Et ça, il n'y a que le temps qui va nous le dire. Donc c'est pour ça que j'ai mis des pots à l'essai où pendant un an, en fait, on va et les utiliser et pas les utiliser pour voir s'il y a besoin de cette vitamine E. Parce que l'autre problème de la vitamine E, c'est que souvent la vitamine E qui s'appelle tocopherol est hydrolysée avec des huiles végétales, notamment de l'huile de tournesol. Et pour moi, ça c'était hors de question d'avoir de l'huile de tournesol. En fait, j'ai réussi à en trouver une très pure,
Ce qui fait qu'en fait, ils sont hydrolysés quasiment à la vapeur d'eau, puis séchés derrière, ce qui permet de ne pas avoir de vapeur d'eau dans le produit résiduel. Et que contrairement à beaucoup de gens qui mettent du tocopherol, typiquement sur notre liste Inky, il n'y a que le tocopherol, on n'a pas seed oil, on n'a pas l'huile justement, l'huile de graine qu'il faudrait déclarer en plus. Donc ça, c'est pour ça j'ai accepté de le mettre. Et pour te répondre, il n'y aura pas d'autres ingrédients. Je refuse de dépasser les 4 ingrédients, euh, voire même peut-être qu'on retombera à 3 dans un futur plus ou moins proche. Et pour le... Exactement, ça n'a pas de sens. Parce que vraiment l'idée, la tagline de Oroc, c'est l'essentiel sans compromis. Et donc tout ce qui ne sert pas, on va le virer si jamais ça n'a pas un vrai intérêt ou un vrai apport. On veut vraiment une fois de plus être sur le produit le plus simple possible avec des ingrédients qu'on connaît, qu'on voit dans la vie de tous les jours et qu'on est capable de citer sans difficulté. Pour le reste de la gamme, ça fait une parfaite transition. Du coup, la sortie est prévue en septembre. On va le faire sous méthode de crowdfunding, donc de campagne Ulule. Ok. Il sortira. Je pourrais J'allais te t'envoyer poser la question, justement. voilà, je pourrais t'envoyer le lien justement pour passer à tes auditeurs. Ou justement pour toutes les personnes qui vont nous faire confiance au début de cette aventure, on réserve différentes surprises, notamment des prix attractifs avec notamment une réduction à vie sur le produit. Et après, en fonction du pack qu'ils vont choisir, il y aura 2 packs. Ils vont pouvoir donner leur avis sur le prochain produit qu'ils veulent voir produit. Et sur un des 2 packs, ils vont pouvoir le tester gratuitement. Parce qu'une fois de plus, j'ai à cœur que ce soit des produits qu'on se construise tous ensemble et pour les gens, et pas nous dans notre coin en train de se dire tiens, on va faire ça, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais dans les idées de produits, il y a déjà une crème solaire, il y aura un déodorant, il y aura un savon, il y aura un gommage. Euh, voilà pour citer les premiers. Et encore, j'en ai d'autres en stock, mais c'est un peu les 4 principaux sur lesquels je commence déjà un petit peu à réfléchir parce que crème solaire, typiquement, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui nous concerne. Ouais. Puis tu vois, on en a naturellement parlé pendant l'épisode aussi. C'est ça. En fait, Et l'idée, c'est déodorant à base de Suif, pas en aérosol du coup, comme on le connaît, j'imagine. non, 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 c'est pareil, ça serait sur une base dure, sur une base de suif, et venir ajouter certaines huiles. Encore, je vois lesquelles, mais typiquement, il y a l'huile de Nigel qui est très intéressante pour ça, parce que ça a des propriétés antibactériennes. En fait, ça vient cibler certaines bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs. Et la crème solaire, pour revenir par rapport à ce qu'on disait en début d'épisode, en fait, l'idée, ça serait d'avoir une crème solaire qui soit suffisamment neutre par rapport au passage justement qu'il y aura dans le sang, et qui ne sera pas avec des filtres chimiques, mais plutôt avec des filtres naturels. Et reste à savoir, j'en ai 2, 3 en tête. Maintenant, je suis à la phase de on produit le Skin Shield et ensuite, en fonction de l'orientation de ce que les gens voudront voir dans un premier temps comme produit, je vais me pencher justement sur la science et sur justement les passages transcutanés qu'il peut avoir pour, une fois de plus, ce premier pilier qui est très médical chez Oroc, c'est primum non nocere, qui est issu du serment d'Hippocrate, qui est premièrement ne pas nuire. Bien. Trop bien. Et je pense que c'est peut-être rassurant aussi que ce soit un médecin qui soit derrière tout ça. Donc, tu vois, et que tu l'utilises pour toi, et que tu l'utilises pour ta fille, enfin, pour tout ça, tu vois, c'est hyper rassurant. Je pense que l'épisode sortira du coup avant que tu donnes ce lien. Donc, quand tu le donneras, je le rajouterai dans la description. Donc, en fonction de quand vous écoutez, regardez. Sinon, on peut te suivre, je pense, sur Instagram. Sur Sur le Instagram, coup. auroch.beauty, Ok. aurochs.beauty comme beauté en anglais, Beuty. Et il y a le site internet aussi, auroch.beauty, où il nous reste une vingtaine de pots pour les testeurs, Ok, justement, qui trop sont bien. encore Bah, je disponibles. mettrai le lien Donc, là directement, du c'est coup, quand ça. ça sort. Les gens s'inscrivent. Derrière, on fait un tirage au sort. Il faut savoir que là, sur les 100 premiers pots, on a eu presque 1500 inscriptions pour 100 pots. Donc, j'ai un peu tardé à donner les réponses et je m'en excuse pour les gens qui écouteraient ça. Mais je serai plus réactif pour la suite. Et en plus, avec cette newsletter où le but, c'est vraiment pas de faire de la démarche commerciale, mais un peu justement de venir réexpliquer tout ce qu'on a pu dire un peu sur le podcast. Et surtout, ça sera l'occasion pour que les gens soient informés de la sortie de la campagne Ulule, parce que sur les 500 premiers baumes, justement, il y a des petites offres exclusives qu'on a prévues. Trop bien, trop bien. Et bon, je pense que les gens ont compris que tout va aussi jouer sur cette campagne et l'attraction qu'il y a au début. Donc,
en vrai, n'hésitez vraiment pas à tester. Enfin, ça coûte rien de tester ce produit et au pire de même pas aimer, de plus s'en servir parce que c'est pas dans les habitudes de faire une routine, mais ça revient au même qu'acheter un produit en magasin. Donc sur la prochaine récurrence, n'hésitez pas à tester et ça pourra au moins t'aider à développer le projet et à avoir beaucoup plus de feedback, avoir beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'effets de levier. Donc vraiment, au lieu d'acheter une crème au supermarché pour la prochaine fois, testez ça et au moins vous vous ferez votre propre avis. Je te remercie, Julien. J'aurais pas dit non. Trop bien. Et écoute, je te remercie moi pour ta deuxième présence et quand tu veux pour revenir parler d'un sujet qui te tient à cœur ici. Ok? Et bah, avec grand plaisir. Et puis, on se donne rendez-vous d'ici les quelques semaines à venir pour aller se faire une petite sortie trail. Allez, pas de souci. Bonne journée, Julien. Bonne journée à toi aussi.